Salut et bienvenue dans le Mycélium. Je m'appelle Claire et sur ce podcast, je te partage mes lectures et mes apprentissages pour nourrir nos réflexions, décristalliser nos idées reçues, se mettre à la page sur les questions de féminisme, de diversité et d'inclusivité dans toutes leurs ramifications. À chaque fois, je te propose de suivre un nouveau filament du Mycélium pour voir où il nous mène. C'est parti pour l'épisode du jour. Ici la Claire du futur. Premier épisode oblige, la qualité de l'audio initial n'était vraiment pas ouf. Je parlais beaucoup trop vite et j'avais visiblement un compte à régler avec ce fichu pied de micro. Donc, je viens de réenregistrer l'audio, mais le texte et les idées sont les mêmes que dans l'épisode initial. C'est parti pour l'intro. J'ai 1000 idées pour ce podcast et le plus dur a été de choisir par quoi commencer. Sans doute parce que j'ai toujours dans l'idée que le premier de quelque chose doit être un peu spécial. Donc, j'ai bien envie de commencer par poser le cadre en débunkant un premier mythe bien ancré dans nos esprits, celui de la supériorité de la rationalité, de la science, des faits. Parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent quand on propose un changement social quel qu'il soit. Par exemple, quand je parle de français inclusif, mais ce serait tout aussi vrai pour des combats antiracistes, féministes, tout ce qui sort du cadre social normal, et là je mets des gros guillemets. C'est que des mots, tu politises tout, la politique n'a rien à faire dans la langue, les déguisements d'Halloween, la littérature. On pourrait trouver plein d'exemples. Moi, je suis rationnel. Mon masculin ne s'entend pas très bien à l'oral. Je suis rationnel, je suis au-dessus de tout ça. Comprenez, je suis bien plus intelligent et j'ai raison. La politique, c'est supposé être quelque chose de sérieux, au-dessus de la mêlée, contrairement à ces hystériques folles furieuses de féministes qui revendiquent que le privé, l'intime aussi, c'est politique. Mais tout est politique en fait, et la neutralité, ça n'existe pas, car rester neutre, c'est voter de facto pour le statu quo, le dominant, le maintenant. Donc, dans cette réflexion sur la rationalité, on va commencer par définir de quoi on parle, c'est toujours bien. On verra ensuite en quoi l'injonction à la rationalité est genrée, pourquoi ça pose problème quand la rationalité domine tout, notamment en politique, en droit, en économie. Et pour finir, on va essayer de voir en quoi l'intuition, les émotions ne doivent pas être les ennemis de la rationalité, bien au contraire. Alors la rationalité, qu'est-ce que c'est ? Être rationnel, c'est être raisonnable. Ça a la même racine. Et le discours dominant nous explique que tout ce qui est antiracisme, féminisme, wokisme, même si on n'a toujours pas compris ce que c'est, sont déraisonnables, donc pas rationnels, donc de moindre valeur. Pire encore, politiques. D'ailleurs, c'est bien connu, il y a des combats plus importants. Mais lesquels, ça, on ne nous le dit jamais, sauf quand ça donne l'occasion d'être un peu raciste. Alors que le bon père de famille, lui, est raisonnable. D'ailleurs, personne raisonnable, c'est comme ça qu'on a traduit l'expression juridique « bon père de famille » quand ça n'est plus passé. Je te parle de ça il y a fort longtemps, en 2014. Ouais, je vais faire un peu ma boumeuse, mais quand j'ai fait mes cours de droit, on parlait encore de bon père de famille, et on nous rétorquait « oh non, ça va, chipotez pas, ça désigne tout le monde ». Bah voyons. Tiens, c'est marrant, le droit, c'est comme la politique. On nous assène que c'est chiant, sérieux, circuler, y a rien à voir. Laissez les experts faire leur travail. Alors que si tu t'y intéresses, si tu te l'accapares, c'est là que tu vois que tu te fais entuber et que tu peux commencer à faire bouger les lignes. Et que le droit, ou la politique, ça devient vachement intéressant. Par exemple, on pourrait revenir sur cette notion de personne raisonnable en droit, comme le fait le dictionnaire critique du sexisme en linguistique. Je rappelle que quand je cite des livres ou autres, tu peux toujours les retrouver en description ou sur Instagram ou sur le blog, surtout pour la question des atteintes à la personne. Le problème du droit actuel, c'est qu'il faut prouver le viol, le harcèlement, l'agression, tout ça, toutes les atteintes à la personne. La preuve, qu'est-ce que c'est ? C'est factuel, c'est raisonnable, on peut même parfois la toucher. C'est supérieur au ressenti de la victime, qui est souvent folle et hystérique, en mal d'attention, c'est bien connu. Ah oui, si tu me connais pas bien, j'ai tendance à manier l'ironie à la truelle, voilà, c'est dit. Et ça, ce côté rationnel, qui est raisonnable, qui est supérieur au reste, ça avantage les agresseurs, qui, 9 fois sur 10,
sont des hommes. Quel hasard. Mais ça ne marche que pour les hommes, désolé. Le sens du mot raisonnable a une toute autre connotation dès qu'il concerne les femmes. Là, ça veut dire ne dépasse pas, reste dans le rang, sois sage. Ne parle pas trop fort, n'émets pas un avis divergent. Quick, syndrome du coquelicot, tout ce qui dépasse, on coupe. Pour être une femme raisonnable, tu dois toujours répondre de manière mesurée, même, et ça m'est arrivé récemment sur LinkedIn, lorsque sous une publication sourcée, donc finalement déjà raisonnable et factuelle en soi, où j'égrenais des exemples de conséquences fâcheuses du masculin soi-disant neutre sur la santé et la vie des femmes. Un homme, évidemment, me répond sans s'arrêter une seconde sur ces drames qu'il pense que le français est l'une des langues les plus compliquées au monde, que l'écriture inclusive nuit au rayonnement du français à l'international et aux affaires. Il sait pas trop qui étudie ces questions, mais il est sûr, enfin, il croit, ça doit être ça. Lisant ça, j'avais envie, de lui demander ses sources, mais aussi de le traiter de monstre sans empathie qui pense que le fric c'est plus important que la moitié de l'humanité, que des êtres humains tout court d'ailleurs, et que, insérez tous les jurons que vous voulez là, je me retiens, c'est pas l'écriture inclusive le problème là-dedans. Mais, étant une femme sur une plateforme masculine, j'ai été obligée de répondre raisonnablement, calmement, avec des faits, faire son éducation, qu'il n'avait pas pris la peine de faire lui-même, et ensuite, patiemment, remettre la discussion sur le sujet de mon poste, l'oubli systématique des femmes à cause du masculin par défaut, dans la santé, l'ingénierie, etc. Et perso, moi, ça me gonfle, j'en ai marre de ça, marre de devoir rester poli, marre de cette injonction à la rationalité sous peine d'être traité d'hystérique et pas du tout écouté. Il m'écoutait pas non plus beaucoup quand j'étais raisonnable, maintenant que j'y pense. Il y a peut-être un autre facteur. Ce n'est pas parce qu'on réagit émotionnellement, parce qu'on est touché directement, qu'on a moins raison qu'un mec froid et calculateur, cynique même, qui raconte n'importe quoi pour maintenir ses privilèges, protéger ses affaires, qui se drape dans la raison, soi-disant supérieure aux émotions. Pour moi, entre guillemets, un homme un vrai. C'est-à-dire un homme qui vaut la peine qu'on l'invite dans sa vie. C'est un homme qui est capable de t'écouter avec respect, même quand t'es énervé, même quand tu cries, même quand tu chiales de frustration parce que l'injustice te fait exploser, même quand t'étouffes parce que tu veux que ça change, même si tu sais pas trop comment. Et ouais, même quand t'as tes règles, surtout quand t'as tes règles. Pas juste quand t'es douce, calme, attentionnée. Et oui, ça existe, faites un effort. Parce que cette notion de rationalité supérieure des hommes, elle n'a rien de naturel, c'est culturel et social, et donc ça peut changer. Ça ne t'aura pas échappé, nous vivons dans un monde conçu par et pour les hommes, qui porte le joli nom de patriarcat. Et ces hommes nous autorisent quand même à l'utiliser un petit peu, ce monde, n'oubliez pas de sourire et de dire merci. Et cette supériorité, cette domination des hommes, elle est justifiée parce que les hommes sont forcément plus rationnels par nature, soi-disant, et qu'être rationnel, c'est mieux. Plot twist, l'humain surestime la part du rationnel dans la prise de décision, et le genre n'a rien à voir là-dedans. Donc, je sais pas, est-ce qu'on pourrait arrêter d'en faire la valeur suprême de notre société ? Là, je crois qu'il est important de préciser qu'il n'est pas question de jeter la rationalité à la poubelle. C'est pas du tout ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il faut la remettre à sa place. Elle ne doit pas être supérieure et dominante, mais être un ingrédient du gâteau général. Là, je veux mettre en avant un livre en particulier, le titre « Révèle obscur, femmes, magie et politique » de Starhawk. Un livre qui parle beaucoup d'écoféminisme à l'époque où ce terme n'avait pas encore été inventé. Il parle aussi de sorcellerie, comme l'indique le titre, parce que Starhawk est une sorcière moderne, et donc elle parle aussi de la place de l'intuition, des émotions dans la politique. Je l'ai trouvé vraiment très intéressant, même si tu n'as pas envie de te convertir à la sorcellerie, notamment si tu souffres d'éco-anxiété, que tu es désespéré face au backlash actuel contre les mouvements progressistes. Ça peut être une lecture qui fait du bien, notamment parce que le livre propose plein d'exercices, d'outils pour faire face à tout ça. Et donc dans ce livre, Starhawk nous explique, je cite, « L'histoire de la civilisation patriarcale pourrait être lue comme un effort cumulatif pour briser ce lien, pour séparer l'esprit et la chair, la nature et la culture, l'homme et la femme. » Donc la binarité qui est dans cette phrase, elle est clairement liée au patriarcat, ce n'est pas une vérité générale non plus.
Et l'esprit dans cette citation est assez proche de la rationalité dont on parle aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas la rationalité, c'est qu'on la sépare, qu'on la fait dominer au lieu de cohabiter. Parce que je ne suis pas du tout en train de dire que le rationnel, la science, c'est mal. Au contraire, c'est très précieux. Là où c'est gênant, c'est quand ça devient le seul critère acceptable, que tout le reste est stupidité, hystérie et autres trucs de bonne femme. Dans ce dualisme, qui est donc le fruit du système patriarcal, le rationnel est masculin et blanc. Et oui, parce qu'il y a aussi une dimension raciste dans cette histoire. Et donc le rationnel domine et va jusqu'à se croire universel. Ça doit s'appliquer à tout le monde pareil. Là, je vais te donner un autre exemple, cette fois avec une dimension élitiste, c'est-à-dire que la rationalité dominante est à l'avantage des gens de pouvoir. Dans une vidéo de Blast qui s'appelle « Comment les riches confisquent l'avenir des pauvres » et qui est sur YouTube, le sociologue Nicolas Duvaux l'explique très bien. On prétend que les faits ont plus de valeur que le ressenti des gens, leurs sentiments face à une situation. Or, ni l'un ni l'autre individuellement n'est plus important. C'est en ajoutant les émotions, les ressentis, les histoires qu'on peut vraiment comprendre l'effet des chiffres, des faits, des données. Dans le contexte de la vidéo que je cite, c'est les conséquences de l'existence ou non d'un patrimoine sur le vécu des gens. Et c'est là que ces données cessent d'être des infos stériles et déshumanisées. Parce que, à l'inverse, quand on n'écoute que les chiffres, on en vient à douter de la parole, souvent des femmes, on en vient à douter des vécus, même quand les témoignages s'accumulent. On préfère regarder des chiffres qui occultent complètement les perspectives genrées. Et donc on se dit que tout va bien. Par exemple, on ne collecte pas les données sur les agressions sexuelles dans les transports, et après on peut déclarer que les hommes sont plus victimes que les femmes de violences dans les transports, donc arrêtez de chouiner pour rien. Cet exemple est tiré du livre Femmes invisibles de Caroline Criado-Pérez. Pour paraphraser Churchill, ne crois que les statistiques que tu as toi-même truquées. La rationalité est masculine. Mais la question qu'on oublie de se poser, c'est « les hommes rationnels le sont-ils vraiment ?» Le titre est un petit clin d'œil au livre de Léa Nalestra. Se croire plus rationnel par défaut, puisque masculin, ça apporte un autre souci. On a tendance à penser que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous sont politiques, dans l'idéologie, et que donc ça a moins de valeur. Que ce soit les féministes, les antiracistes, l'écriture inclusive par rapport au masculin générique, les écolos face au capitalisme, tout ça. Alors que dans les deux cas, on est politique et idéologique. C'est juste que certaines personnes le savent et d'autres ne s'en rendent pas compte. Comme le blanc et le masculin sont universels, les hommes blancs oublient qu'ils sont blancs, c'est implicite. Ils oublient que ça fait partie de leur identité au même titre que les autres. Et ils se croient, de fait, au-dessus de la mêlée, plus rationnels, moins idéologiques. Parce qu'ils ne pensent pas leur idéologie. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils détestent qu'on leur rappelle qu'ils sont des hommes blancs hétéros cis valides. Elon Musk avait même récemment voulu classer cisgenre parmi les termes diffamatoires sur Twitter, alors que c'est juste un descriptif. Rappelons que c'est aussi politique d'être pour, contre ou indifférent à quelque chose. Et quand on en vient à considérer politique, et donc moins rationnel, tout ce qui vient des autres, on en devient parfaitement illogique parfois. Exemple, en archéologie, on a tendance à tout imputer par défaut à des hommes. Parce qu'apparemment c'est raisonnable de penser que les mecs ont toujours tout fait, mais hystérique, idéologique et féministe, pire, politique, de suggérer que des fois il pourrait en être autrement. Alors que calquer nos schémas contemporains et occidentaux sur des dizaines de milliers d'années et l'intégralité de la planète, finalement, est-ce bien raisonnable ? Et t'as intérêt à sortir les rames pour prouver le contraire. Même quand tu trouves des arguments factuels, il y aura des spécialistes pour les minimiser ou les ignorer. Même quand tu as un texte signé d'un nom de femme, on peut faire une sacrée gymnastique digne des Jeux Olympiques pour montrer que c'est en fait un homme qui l'a écrit. C'est ce qu'explique Titu Lecoq à propos des Duanadur, c'est clair que j'ai mal prononcé ce mot, une femme qui a signé le premier texte écrit par un auteur identifié revendiquant son identité. T'as pas appris à l'école que c'était une femme qui avait fait ça ? Moi non plus. Est-ce bien raisonnable ? Alors que pour présumer que l'intégralité des peintures pariétales, c'est-à-dire les peintures dans les grottes, des tombeaux, des écrits, des inventions, depuis la nuit des temps sur l'ensemble du globe, ont été commis par des hommes sans demander la moindre preuve, là, d'un coup, la méthode scientifique et la rationalité passent au second plan.
D'ailleurs, ces mêmes mecs super rationnels et tout sont les premiers à te traiter de folle furieuse quand tu refuses un sifflement ou quand tu demandes à être nommé au féminin, et à parler de chasse aux sorcières quand un prédateur finit par n'avoir que ce qu'il mérite. Pas si rationnel et pondéré d'un coup. Ce sont les mêmes qui te demanderont des sources sans jamais les lire, autre belle stratégie pour faire taire les féministes. Oui, même quand tu as anticipé en donnant des sources dès le départ, ce sera pas les bonnes ou que sais-je, de toute façon, ils les liront pas. Et là, je parle de sexisme, mais la science dure et rationnelle a aussi servi à rationaliser le racisme et l'esclavage, par exemple avec la phrénologie, c'est-à-dire la mesure des crânes. Je vais faire une rapide parenthèse sur la rationalité en économie. Je sais que l'économie ennuie beaucoup de gens, mais c'est dommage parce que c'est comme le droit et la politique. Quand on s'y intéresse, ça change tout. La rationalité se glisse partout, donc même dans l'économie, et son expression la plus brute est sans doute le néolibéralisme. Tu sais, le système auquel on est soumis actuellement. C'est un système qui pense que les individus sont rationnels et que donc, si on laisse chacun agir selon ses propres intérêts, à la fin, on aura un truc idéal, le sacro-saint marché. Donc pourquoi s'emmerder à fixer des régulations, des garde-fous ? C'est pour ça que depuis les années 80, tout est dérégulé petit à petit. Bon, cette théorie oublie 2-3 détails comme, les dynamiques sociales, les inégalités de départ, et le fait qu'on est moins rationnel qu'on veut bien le croire. Oups. On va te dire que les chiffres, la science, les faits, c'est plus raisonnable et tangible que vos histoires de bonnes femmes. Pourtant, ce n'est pas parce qu'il y a des chiffres que c'est plus rationnel et moins politique. Un exemple avec le PIB, le produit intérieur brut, la mesure suprême de l'économie, qui est censé mesurer toute la valeur produite, mais ne comptabilise pas le travail gratuit, parce que la flemme, c'est chiant. Donc, c'est un indicateur subjectif qui est présenté comme objectif et raisonnable, sur lequel on se base pour prendre plein de décisions tout aussi objectives et raisonnables, en oubliant tout ce qui a trait au travail gratuit, vu que ça compte pas, la flemme, c'est chiant. La science est peut-être raisonnable, ça oui, mais sa pratique est genrée, et pas toujours raisonnable. Je dis genrée parce que les hommes ont la main mise dessus. Ils sont majoritaires à l'affaire. Et ils ont, comme tout le monde, c'est normal, des biais et des stéréotypes, et des trucs qu'ils ignorent. Par exemple, si c'est jamais toi qui t'occupes de tes gamins, t'as tendance à oublier qu'il y a quand même quelqu'un qui s'occupe des gamins, et que ça crée aussi de la valeur, qui n'est pas comptabilisée vu que c'est gratuit. Donc la science, par ricochet, elle a aussi de gros angles morts, et elle ne se substitue pas au reste. La science, elle est censée compléter, apporter un nouvel éclairage, mais à condition seulement qu'on tienne compte des biais et angles morts des gens qui la font, et que donc la science soit faite par des personnes aux profils divers. Ce qui ne veut pas dire, contrairement à ce qu'ils prétendent, qu'on veut dégager complètement les hommes blancs. Non, ce serait ridicule. Il s'agit simplement de leur laisser une place proportionnelle à leur part dans la population. Ce n'est pas idéologique, en tout cas pas plus idéologique que de croire que tout le monde ressemble à un homme blanc. C'est du bon sens. La rationalité, le premier truc qui nous vient en tête, c'est qu'elle s'oppose à l'intuition, à la magie, aux émotions. Bon, pour la magie, chacune a sa propre définition. Je vais pas m'étendre là-dessus, sinon on sera encore là demain. Mais tu peux le voir comme tout ce qui est intangible et inexplicable, comme le pouvoir de l'intention de façonner le réel, l'inattendu, les petites voix qui chuchotent sur ton épaule, les convictions qui te prennent aux tripes. Tous ces trucs qu'on ne peut pas passer au mixeur et réduire en chiffres bien alignés en colonnes. Je parle de magie parce que je veux reparler du livre Rêver l'obscur de Starhawk, que j'ai déjà cité plus haut et qui m'inspire beaucoup en ce moment. Starhawk nous explique aussi que la rationalité, c'est la mise à distance de ce qui n'est pas rationnel en le décrédibilisant. Les émotions, la magie, l'intuition, ces trucs de bonne femme. C'est aussi le rejet de tout ce qui n'est pas encore prouvé par la science, avec mépris ou cynisme. Par exemple, il y a du monde pour se moquer du concept d'énergie, qui est encore une pseudo-science à l'heure actuelle. Mais, nous explique Starhawk, et là je vais citer directement parce que ça cause physique et je suis complètement hors de ma zone de compétence,
La physique moderne ne parle plus des atomes séparés et isolés d'une matière morte, mais de vagues de flux d'énergie, de probabilités, de phénomènes qui changent quand on les observe. Elle reconnaît ce que les chamans et sorcières ont toujours su, que la matière et l'énergie ne sont pas des forces séparées, mais des formes différentes de la même chose. Donc peut-être que dans 10 ans, ce qui est un sujet à moquerie aujourd'hui, ciblant surtout des femmes, quel hasard, un sujet qui est essentiellement connu par l'intuition et l'observation de soi et du monde qui nous entoure. Peut-être que ce sera solidement encadré par la même science qui sert aujourd'hui à la décrédibiliser. J'ai dit peut-être, j'ai pas de boule de cristal. Mais ce constat devrait nous amener à un peu plus de modération dans les moqueries face à ce qu'on ne comprend pas, même si ça n'a pas l'air rationnel ou scientifique comme ça. Tu as bien le droit d'avoir des croyances tant que tu ne les assènes pas comme des sciences, que tu ne fais mal à personne. Où est le problème ? Ce n'est pas parce que ce n'est pas de la science que ça ne sert à rien. Par exemple, je suis très intuitive, mais pendant des décennies, je me suis échinée à rationaliser a posteriori mes décisions pour les justifier à mon entourage et m'autoriser à les prendre. J'ai même une fois été jusqu'à appeler le SAMU tellement mes crises d'angoisse étaient violentes à une époque où je n'arrivais pas à rationaliser la décision intuitive qui s'imposait. Me mettre à mon compte plutôt que de trouver un emploi. Ce qui n'était pas vraiment rationnel, mais c'était la bonne décision pour moi et je n'ai jamais regretté. L'intuition n'est pas rationnelle, mais elle est super utile et précieuse, et elle a aussi sa place. Toute cette diatribe pour dire quoi ? La rationalité, comme l'universalisme et la méritocratie, mais ça on pourra en reparler, c'est un concept qui permet de masquer les privilèges, ici essentiellement blancs et masculins. Prendre conscience de l'omniprésence de cette injonction, rien qu'au lycée, t'as des bonnes notes, fais donc S, t'es trop intelligente pour faire ES ou L, n'importe quoi, c'est la première étape pour s'en éloigner, retrouver un équilibre entre le rationnel et l'émotionnel. Et pour les hommes, messieurs, je m'adresse à vous, c'est important aussi de comprendre ce double standard. Repérez quand vous passez pour plus rationnel qu'une femme alors que vous dites à peu près la même chose qu'elle. Est-ce vraiment le cas ? Et aussi, avez-vous tendance à juger les femmes plus émotives et irrationnelles quand elles sont juste, par exemple, passionnées ? Notre société va droit dans le mur. Et je pense que c'est entre autres en remettant de la valeur dans l'intuition, les émotions, les vécus, qu'on pourra créer autre chose, d'autres solutions. Créer de nouveaux liens, nous rapprocher les unes des autres, humaniser la science et les faits. À la prochaine fois. M'ont inspiré pour cet épisode Rêver l'obscur, Femmes, magie et politique de Starhawk, la vidéo de Blast, Comment les riches confisquent l'avenir des pauvres, Femmes invisibles, comment le manque de données sur les femmes dessine un monde fait pour les hommes de Caroline Criado-Pérez, Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes de Titiou Lecoq, et le dictionnaire critique du sexisme en linguistique sous la direction de Suzanne Zacour et Michael Lessard. Voilà pour l'épisode du jour. Si tu as des questions, des suggestions ou envie de papoter, on peut discuter sur Instagram ou par email. Ce podcast est réalisé bénévolement, donc tu peux le soutenir en faisant un don sur Tipeee si tu peux te le permettre. Ça m'aidera à couvrir mes coûts, oui, acheter des livres et des croquettes pour mes 5 chats. Et sinon, si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en l'envoyant dans les étoiles, 5 de préférence, et en le faisant voyager autour de toi. Merci beaucoup.